Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vais commencer par faire l'appel. Tout d'abord, je vais trouver le secrétaire des séances. Alors, je fais l'appel. Thierry Baïza présent. André Muller, Denis Pouvoir, Eve Silva, Dalbigo Jean-Christophe, Galibert Annick, Curé Philippe, Garcia Josepha, Graine Marcel, Jiménez Silva Eve, Nicolas Louis, Pelé Marie-Hélène, Farah Séraphin, Munoz Dominique, Archibald Nicolas, Galabo Sandrine, Bouffini Hervé, Boudet Emmanuel, Coué Roger, Vanessa Caruso, Laurent David, Agnès Delphine, Boudjema Bruno qui a donné le pouvoir à Vanessa Caruso, Laurent Patricia, Deleu Jean-François, Boisnel Charlin, Stéphane Simon, Estrada Calva-Lizane qui a donné le pouvoir à Pascaline Dardet. Mais c'est le temps d'arriver parce qu'elle est là. Elle est là. Falcon de Lucas Chantal, Dardet Pascaline, Présente. Bouddha Nicolas, Aspa Didier, Doula Taïssa, Yopi Jama qui a donné le pouvoir à Chantal Falcon, et Fokashi qui a donné le pouvoir à Roger Paul. Alors je fais passer. Alors, je crois que dans les amours, il y avait, je crois, c'est sûr, il y avait une erreur sur la question 10. Apparemment, le projet de délibération n'était pas à l'intérieur. Il y avait des documents. Donc, vous l'avez sur la table. Alors, Nicolas Moula fait dans la procuration à M. Alexandre de la Maison. M. Alexandre et Mme Alexandra viennent d'arriver. Vous avez l'ordre du jour. Alors, nous allons approuver le procès-verbal de la séance du 18 septembre 2023. Y a-t-il des questions ou des observations sur ce compte rendu? Aucune. Donc, je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Alors, la question numéro 3, c'est le récapitulatif des décisions que j'ai prises. Vous avez toutes les décisions. Y a-t-il des observations, des questions sur ces décisions prises? Madame Strada. Alors, je la recherche, excusez-moi, il y a juste, je crois, à la délibération, une coquille. Faites référence, alors je n'arrive pas à retrouver laquelle c'est.
entre l'article 5 et l'article 7. Je le retrouve, parce que c'est pas très grave. Oui, sur les décisions, oui. Je la retrouverai, excusez-moi. Vous nous signalez encore, ça, il n'y a rien, c'est pas moyen. Non, de toute façon, c'est passé au contrôle de légalité, donc c'est pas le souci. Mais bon, comme je l'avais vu, voilà, quand je la retrouverai, c'est déjà Ok, mais si jamais vous le retrouvez, vous envoyez un mail au secrétariat, il n'y a aucun souci dessus. Ah, ça y est, je l'ai retrouvé. C'est la 65, ou l'article 6. L'article 6, la budget d'avance, il y a toutes les dépenses qui sont citées. Et l'article 7, au lieu de faire une référence à l'article 6, vous refaites référence à l'article 7. Voilà. Ok, merci. Vous travaillez à la préfecture. Oui, c'est grave. Alors, je passe à la question numéro 4, c'est finance et l'attribution du subvention exceptionnelle au CSAS. Et je laisse la parole à M. Marcel Grelin. Merci, Monsieur le maire. Donc, mesdames, messieurs, vous avez pu constater que des dépenses de fonctionnement liées au service de la petite enfance, avant son transfert au budget municipal, ont impacté le budget 2023 du Centre communal d'action sociale. Ces dépenses sont détaillées dans le projet de délibération qui nous a été adressé. Il convient donc d'attribuer au CCAS une subvention exceptionnelle à hauteur de 55 222 €. Et il est donc demandé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir approuver le versement au budget autonome du CCAS d'une subvention exceptionnelle de montant de 55 222 €. Y a-t-il des questions, des observations? Aucune. Je mets au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. Question numéro 5, finance, toujours budget principal 2023, décision modificative numéro 3. Et je laisse la parole à M. Marcel Grelin. Merci, Monsieur le maire. Mesdames, Messieurs, cette décision modificative fait suite à la question précédente relative au transfert des services liés à la petite enfance du CCAS au budget principal et à l'attribution d'une subvention exceptionnelle au CCAS ainsi qu'à une hausse du taux des emprunts à taux variable. Il convient d'inscrire en dépenses et recettes de la section de fonctionnement plus 129 838 € et en dépenses et recettes d'investissement la somme de 22 491 €. Le détail de cette décision modificative a été joint à l'ordre du jour et il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver cette décision modificative numéro 3 du budget principal 2023. Y a-t-il des questions? Aucune. Je me vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. Question numéro 6, finance, budget annexe du restaurant municipal 2023, décision modificative numéro 2. Et là, je laisse la parole à Marianne Quelet. Merci, Monsieur le maire. Cette décision modificative permet de porter des ajustements liés à l'augmentation d'activité du restaurant municipal. Des dépenses et des recettes supplémentaires sont à prendre en compte. Il convient donc d'augmenter les dépenses et recettes de la section fonctionnement de plus 120 000 €. Le projet détaillé de cette décision modificative a été joint à l'ordre du jour. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver cette décision modificative.
Des questions? Aucune. Donc je me vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vote. Question numéro 7. Finance du budget annexe du port de Metz, la modification de l'affectation du résultat 2022. Et je laisse la parole à M. Nicolas Archibald. Merci, Monsieur le maire. L'affectation du résultat pour le budget annexe du port de Metz a été approuvée lors du conseil municipal du 21 février dernier. Un contrôle interne ultérieur à cette date a fait apparaître que les recettes lors du précédent mandat pour les années 2019 à 2021 inclus avaient été comptabilisées sans TVA. Il convient aujourd'hui de rectifier cette erreur sous peine de s'exposer à des pénalités. La correction de l'affectation de résultat qui propose de reprendre en totalité le résultat d'exploitation au 002, résultat d'exploitation reporté, participera à ce financement. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir décider de la suppression de l'affectation du résultat d'exploitation de 100 000 € au compte 1068 autres réserves, approuver la reprise en totalité du résultat d'exploitation au 002, résultat d'exploitation reporté de montant de 138 571,76 €. Y a-t-il des questions? Madame Estrada. Je suis fatiguée aujourd'hui. Oui, juste quelques explications parce qu'on n'a pas tout saisi avec les documents qui étaient donnés. Donc c'était pour déjà savoir le contrôle interne, ce que ça voulait dire, de qui ça émanait, voilà. Ensuite, on aurait aimé avoir, alors peut-être que c'est un lien avec la délibération suivante, le montant complet des recettes qui avaient été comptabilisées sans TVA et savoir quelle était la nature en fait de ces recettes qui avaient été comptabilisées par erreur sans TVA. Et ensuite que vous nous confirmiez qu'à partir du 1er janvier 2022, ce type d'erreur ne s'est plus reproduit. Voilà, merci. Alors, s'agissant du contrôle interne, c'est dû à la vigilance, je dois dire, de Mme Véronique Petit, qui n'avait pas d'antériorité sur, je dirais, l'inscription des écritures sur le budget du port et qui a constaté une anomalie. Alors, cette anomalie, à partir du moment où elle a été constatée par nos services, nous invite d'avoir à rembourser pratiquement la totalité des non-reversements de TVA au Trésor public. Ce qui fait que ça limite bien entendu la dépense, comme cela vous a été exposé par M. Archimbaud. Je dirais, il y a effectivement une vigilance des services, du service comptabilité, des membres du service comptabilité sur l'ensemble des dépenses et des imputations budgétaires qui sont faites. Voilà. Faute avouée à moitié pardonnée nous permet de limiter la dépense qui eût été considérable au titre du budget principal, et si le Trésor public avait rappelé la totalité de ce qui ne lui avait pas été reversé. Voilà, ça c'est la vigilance. D'accord, très bien. C'est très bien, mais à combien se montent donc ces recettes sans TVA qui n'ont pas été comptabilisées? On n'a pas le montant, ni la ventilation. Le montant qu'on vous donne, c'est le montant reversé en TVA. Donc, c'est le montant total qui va être reversé. Par rapport à ce que disait M. Graine, le fait de le constater nous-mêmes sur les exercices antérieurs, je rappelle, ça évite 4 ans de rappel à 40%, c'est ça? 40% de majoration, donc déjà on peut estimer que ça sort pas mal. Ensuite, le calcul qui a été fait par les services financiers, donc la nature des recettes, c'est les cotisations du port. D'accord, comme ça n'était pas dans la délibération, c'était simplement pour savoir quelles étaient ces recettes. C'est ça. En fait, c'est ces recettes-là. Et c'est un cumul. C'est-à-dire que là, le contrôle a été fait, mais c'est sur l'ensemble des années antérieures que ça s'est passé. D'accord. Sur 4 ans. Le montant, il est de combien? Il est de 100 000. Ce qui est reversé, ce qui est indiqué là, c'est le reversement de la TVA. Et donc, ce qui est bon, c'est la délibération qui suit.
il était indiqué un montant de 156 000 euros. C'est ce montant-là, 156 000. Donc c'est pas 100 000 euros de la délibération Non, numéro 7. le montant à reverser, c'est les 156 000. D'accord. Comment on trouve cet argent? C'est en annulant la mise en réserve. Heureusement qu'il y avait des réserves un peu, parce que sinon il aurait fallu augmenter les tarifs du port. Par rapport au fait qu'il aurait fallu trouver un recette de fonctionnement sur le port, cette somme-là qui n'avait pas été reversée. Et encore, je vous dis, heureusement qu'on n'a pas les pénalités, parce que c'est 40% sur 4 ans de rappel. Donc le montant à reverser en TVA, c'est les 156 000. Moi, on ne remet pas du tout en doute le besoin de repayer ce que l'on doit. Hein. On fait la chasse aux mauvais contribuables qui ne déclarent pas leur piscine ou leur maison. Donc évidemment que la collectivité se doit exemplaire. Donc c'était simplement comme dans l'explication à la délibération. On n'avait pas tout saisi, je vous pose ces questions-là, donc il n'y a pas de souci. Donc on est sur 156 000 euros de 2019 à 2021. À partir de 2022, il n'y a plus eu d'erreur. C'est mon autre question. Il va y avoir un début de 2022, jusqu'à la date à laquelle le contrôle a été fait. Donc, dans la délibération, quand vous dites jusqu'à fin 2021 de l'ancienne majorité, de l'ancien mandat, ça court aussi sur 2022. Sur le début 2022, jusqu'au contrôle que nous avons fait. Merci. Il aurait fallu être un peu plus vigilante, Mme Estrada, avant, quand même, sur l'enseignement. Ah non, mais moi, c'est pas Moi, je préfère vous le dire. On ne remet pas en cause le fait de Non, devoir mais de toute payer. façon, il n'y a pas de... Et on ne remet pas en cause le fait qu'il y ait eu une erreur, c'est simplement pour savoir quelle était l'erreur. Maintenant, on a l'explication, très bien. Voilà. Et nous allons le voter. L'erreur était de l'autre côté, quand même, à cette époque-là. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Archambault, vous dites de notre côté, mais vous y étiez aussi. Moi, j'étais par rapport sur... 2020-2021, il me semble que c'est bien vous qui étiez à la majorité, monsieur Abdoulat, Aïssa. Mais vous n'y étiez pas. J'étais dans l'opposition, monsieur Boulat. On n'avait pas tous ces chiffres. On n'avait pas tous les chiffres. Je vous rappelle qu'on nous cachait beaucoup de choses à cette époque. Bon, sur ce, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Question numéro 8. C'est toujours les finances du budget du port 2023, décision modificative. Et je laisse à nouveau la parole à M. Nicolas Archambault. Merci, monsieur le maire. Cette décision modificative permet d'apporter des ajustements liés à l'insuffisance des montants de reversement de TVA collectés sur la régie du port mixte comme vu précédemment. Il convient donc d'augmenter les dépenses et recettes de la section de fonctionnement de plus 109 330 €, de diminuer les dépenses et les recettes de la section d'investissement de moins 132 640 €. Le projet détaillé de cette décision modificative a été joint à l'ordre du jour. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver cette DN. Y a-t-il des questions? Et moi, ce que je voulais dire par rapport à cette problématique, c'est vrai que, comme a dit Monsieur Graine, on remercie les services de s'en être rendu compte. On aurait pu, comme on a dit aussi, ne rien dire et laisser couler et laisser passer. Voilà, donc quand même s'exposer à des pénalités. Je pense que, bon, mais malheureusement, encore une fois, ça va impacter ça impacte encore une fois sur notre budget, ce qui est quand même déplorable d'être obligé de rembourser des sommes-là. Mais bon, en tout cas, merci aux services et aux gens qui s'occupent des finances d'avoir vu cette erreur qui ne se renouvellera pas. Donc, je ne sais pas, je fais un vote, donc je me vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 9, finances budget annexe de l'hébergement municipal 2023, décision modificative numéro 1. Et je laisse la parole à Madame Caruso Vanessa. Merci Monsieur le maire. Cette décision modificative permet de porter des ajustements liés à l'augmentation de l'activité hébergement. Il convient donc d'augmenter les dépenses et recettes de la section de fonctionnement de plus 20 000 €. Le projet détaillé de cette décision modificative a été joint à l'ordre du jour. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver cette DN. Y a-t-il des questions?
Aucune, donc je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. D'ailleurs, à ce sujet, je tenais quand même à le signaler que l'hébergement a augmenté depuis l'année dernière de 21% et la restauration également de plus de 21%. L'hébergement sur un effectif a augmenté de plus de 20% et la restauration de 12%. Donc, ça, c'est du travail qui a été fait au niveau de l'hébergement et du restaurant municipal. Et je pense qu'une fois qu'on aura tout sera, on va dire, finalisé entre le Thalassa dans nos 3 ans qui sera terminé et le Taurus, je pense que nous aurons vraiment des outils pour un terme d'hébergement et de restauration qui seront au top, et ça fait plaisir de voir qu'on arrive à recevoir de plus en plus sur le Taurus, et je tiens à féliciter les services municipaux et les élus référents qui travaillent justement pour que ça marche de mieux en mieux. Les chiffres sont là pour le démontrer. Voilà, merci. Question numéro 10, finance et admission non-valeur de créances irrécouvrables, c'est le budget annexe du port de Metz, et je laisse la parole à M. Nicolas Archambault. Merci, M. le maire. Le comptable public a adressé un état des produits irrécouvrables, demandant son admission en non-valeur pour un montant de 2072,56 €. Il s'agit des sommes impossibles à recouvrer en raison de l'insolvabilité du débiteur ou du décès de celui-ci, en outre. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver l'admission en non-valeur des titres de recettes d'un montant total de 2072,56 €. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Aucune. Donc je me vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 11, c'est finance et l'admission non-valeur de créances irrécouvrables au budget annexe du restaurant municipal, et je laisse la parole à Marianne Pellet. Merci, monsieur le maire. Le comptable public a adressé un état de produits irrécouvrables demandant son admission en non-valeur pour un montant de 378,11 €. Il s'agit de sommes impossibles à recouvrer en raison de l'insolvabilité du débiteur ou du décès de celui-ci en cours. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver l'admission en non-valeur des titres de recette d'un montant total de 378,11 €. Y a-t-il des questions sur le sujet? Bon, je me vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 12. Finance toujours admission en non-valeur de créances irrécouvrables, et c'est le budget principal de la ville de Metz. Je laisse la parole à M. Marcel. Merci, monsieur le maire. Eh bien, le comptable public a adressé un état de produits irrécouvrables demandant leur admission en valeur. Cet état n'intègre que les non-valeurs de l'ex-budget de l'eau de la commune. En fait, le comptable demandait une décharge pour des titres de recettes d'une valeur totale de 57 635,32 €. Il a été décidé d'admettre en non-valeur que les titres pour lesquels les débiteurs sont décédés ou dont l'insolvabilité est avérée, pour un montant total de 4 402,13 €. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver l'admission en non-valeur des titres de recettes présentés par monsieur le comptable public pour un montant total de 4 402,13 €. Y a-t-il des questions? Aucune. Donc je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Alors, question numéro 13. Finance, admission non-valeur de créances irrécouvrables au budget principal de la ville de Metz. Je laisse à nouveau la parole à M. Marcel. Merci, monsieur le maire. Bien nouveau, le comptable public a adressé 2 états de produits irrécouvrables demandant l'admission en non-valeur des sommes inscrites pour un montant total de
1307 € et 15 centimes pour l'un et 14 160 € et 71 centimes pour l'autre. Alors, en considérant la liste des débiteurs, il a été demandé de continuer les poursuites et il est proposé de n'admettre en non-valeur que les sommes suivantes: la totalité pour le premier État et 336 € et 50 centimes pour l'autre, soit un montant total de 1643 € et 65 centimes. Et il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver l'admission en non-valeur des titres de recettes présentés par monsieur le comptable public pour un montant total de 1643 € et 65 centimes. Y a-t-il des questions? Je me vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 14. Finance avenant de la numéro 1 à la convention de mutualisation des services entre la ville de Metz et le CCAS de Metz. Et je laisse la parole à Mme Annie Capier. Merci, Monsieur le maire. Donc, la ville de Metz a délibéré le 14 novembre 2022 pour mutualiser les pôles fonctionnels de la ville et du CCAS. Le 1er janvier 2023, les services liés à la petite enfance ont été transférés et il convient aujourd'hui de signer un avenant pour prendre en compte les modifications de périmètre liées à ce transfert dans le calcul du coût total de la mutualisation conformément au tableau présenté. Je vous demande donc de bien vouloir approuver l'avenant numéro 1 à la convention de mutualisation des services entre la ville de Metz et le CCAS. Y a-t-il des questions? Aucune. Je vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 15, c'est la communication du rapport d'activité de la SAM exercice 2022. Donc, par courrier du 24 septembre 2023, la SAM a transmis son rapport d'activité pour l'exercice 2022 ainsi que les comptes administratifs de ses différents budgets. Donc, il est demandé de prendre acte de cette communication, la transmission du rapport d'activité des comptes administratifs de cette agropole méditerranéen pour l'année 2022. Y a-t-il des questions ou des observations? Monsieur Jean-Christophe Herbillot. Oui, bonsoir. On va rester dans les chiffres, mais on va changer de galaxie. Sur ce rapport, moi, j'ai regardé comme chaque année les pages financières qui sont pages 18 et 19, c'est-à-dire ce tableau de répartition. Il y a quelques observations à faire, on en avait fait l'an passé, mais je pense qu'il faut les refaire cette année. Donc, ces doubles pages financières sont censées répartir territorialement l'effort d'investissement de cette agropole Méditerranée sur les 14 communes. Donc, globalement, sur les chiffres de recettes et de dépenses, on reste dans les mêmes ordres de grandeur, c'est-à-dire 180 millions d'euros de dépenses et 190 millions d'euros de recettes. C'est sensiblement identique à l'an passé, sauf que là, il y a un budget en moins. L'an passé, il y avait 9 budgets, là, il y en a 8. Donc, en fait, il y a une progression en gros de 4 millions d'euros des dépenses et recettes de l'aglo, pour un résultat qui reste excédentaire à 13 millions d'euros. Donc, on est sur un régime de croisière de l'aglo. En regardant le tableau, on a donc toutes les communes plus une colonne SAM, pour ce qui n'est pas réparti. Moi je me suis fait plusieurs observations. L'an passé, on avait déploré que le montant réparti en investissement ne corresponde pas à la totalité des dépenses d'investissement de cette agropole Méditerranée. Cette année, c'est pareil, c'est même un petit peu pire, on va dire, puisque les dépenses réelles d'investissement ont augmenté et la répartition a baissé. C'est-à-dire que nous avons des dépenses réelles d'investissement qui sont notifiées page 17, juste avant, à 59 372 000 euros, c'est-à-dire tous les budgets confondus, les dépenses d'investissement de l'aglo, ça a été 59 372 000 euros. C'est une augmentation de 8 millions par rapport à l'an passé. Et les dépenses réparties, elles, sont en baisse. Donc il y a un problème de cohérence. En baisse de 1 800 000 quand même, donc c'est très un peu.
Donc en gros, pour résumer, on a des CA cumulés à 190 millions de recettes, des dépenses totales à 180 millions, les investissements réels passent de 51 millions à 59 millions entre 2021 et 2022, mais la répartition par commune ne prend en compte que 26 millions. En fait, vous avez 28 millions, mais il faut enlever la colonne de SAM. Donc, en fait, cette répartition, elle concerne 44% des investissements de cette métropole méditerranéenne. Donc, du coup, ça a peu d'intérêt, puisque la majorité des dépenses réelles d'investissement ne sont pas réparties dans ce tableau. Donc, il manque quand même 33 millions à répartir. Donc, c'est la majorité des dépenses réelles d'investissement. Donc, c'est difficile d'y voir clair sur la manière dont ça répartit les investissements de l'agglo sur les 14 communes. Pour Metz, on est cité pour 2 079 €. C'est pas mal. Ça fait 7,4% du tableau. Mais en fait, sur les dépenses réelles d'investissement, je rappelle, 59 millions, ça fait 3,5% pour 2022. Donc, je pense que cette répartition est incomplète et qu'elle n'a pas d'utilité. Alors, ce qu'il faut retenir quand même sur le rapport financier, c'est les grandes masses. Quitte à se répéter, 190 millions annuels de CA, 60 millions annuels en gros d'investissement direct, plus les délégations de services publics hors budget, c'est-à-dire la station d'épuration de Sète, l'UVE, tout ça, ça n'y est pas. Les DSP sur l'eau, les déchets, etc., ça n'y est pas. Donc c'est une masse importante. La fiscalité, c'est 23 millions d'euros pour les entreprises, et un prélèvement sur les ménages entre fiscalité et cotisation paiement pour l'eau, l'assainissement, etc., de 48 millions annuels sur les ménages de l'agglo. C'est 9,5 millions d'impôts, 3,5 millions de GEMAPI, 24,8 millions de taxes d'enlèvement d'ordures ménagères, 5 millions sur l'assainissement, 5,8 millions sur l'eau. Voilà, donc le vrai poids de SAM sur son territoire, c'est ça, c'est énorme. Il faut rajouter à ça aussi le budget tourisme qui n'est pas dans ce budget-là, mais qui fait 6 millions d'euros. Donc on est à 190 plus 6, ça fait quasiment 200 millions d'euros annuels. Voilà. Donc la réalité de l'agglo, c'est une machine énorme et c'est important pour nous de savoir comment c'est territorialisé ces investissements sur le territoire. Il faut espérer que ça puisse être fait. Si ça ne peut pas être fait pour des raisons techniques ou autres, ben, il faut au moins que dans le tableau de la colonne de la page 18, la colonne SAM, eh bien, on inscrive les 33 millions non répartis. Là, on aura une logique entre la page 17 et les autres. Au moins, ça ferait apparaître que ça n'est pas totalement le cas. Voilà. Donc, ce rapport, en 2022, il cite quand même des travaux sur Metz qui ont été importants. Il y a la passerelle du Palace qui est citée dedans. Il y a l'écosite qui est cité à 680 000 €, etc. Il y a une petite intervention à Mélie à 5 000 €. Bon, tout ça, c'est pas rien. Mais Metz, c'est quand même la 3e ville de l'agglo. C'est 10% des habitants et de la masse fiscale de l'agglo. Donc, on pense que c'est un minimum et que ça devrait progresser. Et je pense que c'est dans ce sens qu'il faut qu'on travaille, pour essayer de faire progresser l'intervention de l'agglo sur la ville. Y a-t-il des observations? Aucune. On le vote quand même? Oui. Donc je vous demande de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Question numéro 16, ressources humaines, recensement de la population 2024, recrutement et rémunération des agents recenseurs. Et je laisse la parole à M. Séraphin Parent. Merci, M. le maire. Du 18 janvier à fin février 2024 se dérouleront, comme tous les ans à Metz, des opérations de recensement. Pour faire cette opération, il est nécessaire de recruter 3 agents contractuels donc, qui assureront ces opérations de collecte sur 595 logements. Donc la ville recrute et fixe les rémunérations des personnes chargées des recensements et elle perçoit pour ces opérations une dotation de l'INSEE. Donc le détail des rémunérations est donné dans le projet de délibération. Donc il est demandé au conseil municipal d'autoriser le recrutement de ces agents
et d'approuver les tarifs de rémunération de ces derniers. Y a-t-il des questions? Aucune. Je ne vois qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 17, ressources humaines, modification du tableau des effectifs. Et je laisse à nouveau la parole à M. Séraphin Parent. Pour le budget général, il est proposé de modifier le tableau des effectifs afin d'optimiser l'organisation des services municipaux dans l'intérêt du service public. Il convient, en raison de modifications dans la carrière de certains agents, départ à la retraite, avancement, changement de filière, stagiarisation, mutation, de supprimer 14 postes dans les filières administratives, techniques, animation sociale ou médico-sociale, suppressions qui ont reçu un avis favorable du comité social territorial qui s'est réuni le 16 octobre dernier, et de créer 3 postes conformément au projet de délibération qui a été adressé. En résumé, le tableau des effectifs pour le budget général passe de 270 à 259 postes budgétaires, et il est demandé au conseil municipal d'approuver la modification du tableau des effectifs exposés. Y a-t-il des questions? Aucune. Je ne vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 18, ressources humaines et règlement des congés de la ville de Metz. Et je laisse à nouveau la parole à M. Séraphin Parent. Donc, un projet de règlement des congés a été adressé dans l'ordre du jour. Ce projet a été élaboré en collaboration avec les partenaires sociaux de la ville, du personnel, et a reçu un avis favorable du comité social territorial le 16 octobre dernier. En fait, ce règlement était nécessaire et rendu nécessaire par la mise en place notamment des 1607 heures et d'un certain nombre de modifications réglementaires, légales et réglementaires. Donc ce règlement organise les conditions d'attribution des congés aux agents, titulaires et non titulaires, de la ville. Il les informe de leurs droits et obligations en la matière. Donc, il nous est demandé d'approuver le règlement des congés du personnel de la ville de Metz, joint à l'annexe, qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024. Y a-t-il des questions sur ce règlement? Aucun. Donc, je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 19, environnement. C'est la candidature au dispositif territoire engagé pour la nature et je laisse la parole à Marianne Pelé. Merci, Monsieur le maire. Le dispositif territoire engagé pour la nature est issu du plan national pour la biodiversité. Il est piloté par l'Agence régionale de la biodiversité Occitanie. L'appellation territoire engagé pour la nature est une reconnaissance qui valorisera les collectivités volontaires qui s'engagent à mettre en œuvre des projets en faveur de la biodiversité. Il s'organise autour de 3 axes principaux: agir pour la biodiversité, connaître, informer et éduquer, et valoriser la biodiversité. La reconnaissance TEN ne conditionne pas l'octroi de finances publiques, mais en facilite l'accès. Les trois actions inscrites dans le dossier et portées par la ville de Metz sont 1. La mise en place d'un réseau local Action pour la biodiversité, c'est-à-dire développer des partenariats avec les associations locales et régionales. 2. L'élargissement des zones non clochées et du sentier botanique, notamment par exemple au niveau du site des Cestiers, dans le respect bien sûr de la réglementation autour des risques incendies. Et 3e action, l'organisation de circuits découvertes autour de la biodiversité locale. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir candidater au dispositif territoire engagé pour la nature, s'engager à mettre en œuvre les 3 actions mises en avant dans le dossier de candidature et mandater M. le maire ou son représentant pour signer tout document afférent à ce dispositif. Y a-t-il des questions sur le sujet? Madame Estrada. Non, pas de questions particulières, mais en tout cas, c'était une délibération qu'il fallait prendre puisque la ville, donc depuis 2020, elle est engagée
sur la fête de la nature, donc qui est pour la protection du vivant et de la biodiversité. Donc effectivement, la labellisation TEN n'apportera pas directement de subventions, mais les collectivités qui sont engagées sont au courant en priorité des appels à projets, des appels à manifestation d'intérêt et sont vraiment aiguillés sur les financements que l'État met en place. Donc on a tout à gagner à délibérer. Juste pour info, je ne sais pas ce que vous le savez, c'est que l'aglo est labellisé TEN, donc il y a déjà une démarche mise en place au niveau de l'aglo. Et juste, ça aurait été intéressant d'avoir dans l'annexe le dossier de candidature pour qu'on ait connaissance de l'état actuel, de l'état zéro, puisque la démarche TEN, c'est pour mettre en place une démarche d'amélioration, voilà, et de pouvoir évaluer les progressions au niveau de la ville et de la protection de la biodiversité. Donc voilà, c'est un dossier que je connais personnellement très bien puisque je le suis dans la collectivité. Donc je serais ravie de trouver dans l'ordre des réunions des collectivités TEN la ville de Metz. Voilà, merci Madame Estrada. Effectivement, c'est intéressant pour nous pour valoriser parce qu'il y a déjà plusieurs actions qui sont faites autour de la biodiversité, donc ça permettra justement de mettre ça en avant. Et pour ce qui est du dossier de candidature, on pourra vous le faire parvenir sans problème. Merci. Madame Estrada, l'aglo mène beaucoup d'actions, mais comme a dit M. Baguigo tout à l'heure, malheureusement, on n'a pas beaucoup d'argent à arriver. Je prendrai un simple exemple. Vous savez, on était avec le biodigesteur. C'est quand même une compétence aglo et normalement on pourrait déjà arriver, toutes les collectivités doivent mettre en place pour traiter les biodéchets. On a monté un dossier le biodigesteur nous a coûté 40 000 € plus le bâtiment, en disant qu'on avait pour 60 000 €. On a demandé une subvention à l'aglo, on ne nous a pas donné, et pire que ça, quand nous avons demandé à l'agence de l'eau une subvention, on nous a dit que vous n'avez pas la compétence. Vous voyez que l'aglo mène beaucoup de choses, mais ce n'est pas facile d'avoir l'argent derrière. Voilà ce que je voulais dire sur le sujet. Et bon, je pense qu'en termes de recherche de subventions, vous verrez qu'à la fin de l'année, on fera le bilan des subventions qu'on est allé chercher, notamment auprès du département, de la région et de l'État. Vous voyez que nous sommes quand même sur des chiffres assez importants et qui démontrent que nous savons remplir les dossiers et nous savons mener les projets. Y a-t-il des questions encore, des observations? Aucune, donc je mets au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. Question numéro 20. Petite enfance, convention d'objectifs et de finances pour l'AEP Babillage. Excusez-moi, je ne peux pas fouiller. Je laisse la parole à Madame Monique. Merci, Monsieur le maire. La Caisse d'allocation familiale de l'Hérault contribue au fonctionnement des équipements et services petite enfance gérés par la ville de Metz, dont le lieu d'accueil enfants-parents, l'AEP Babillage, par le biais de la prestation de services et le bonus territoire CTG. Les modalités d'intervention et de versement de la prestation de services et du bonus territoire sont définies dans le projet de convention joint en annexe. La convention précédemment établie avec le CCAS étant arrivée à l'échéance, il appartient donc au conseil municipal, suite au transfert de la compétence petite enfance à la ville, d'examiner le nouveau projet de convention d'objectifs et de financement pour une durée de 5 ans, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027. Il convient donc d'approuver les termes de la convention d'objectifs et de financement jointe en annexe entre la Caisse d'allocation familiale de l'Hérault et la commune pour le lieu d'accueil enfants, parents, Babillage. Autorisez Monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention. Chargez Monsieur le maire ou son représentant de prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions sur le sujet? Aucune question. Donc je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie.
Question numéro 21, jeunesse, accueil collectif de mineurs de la ville de Metz et modification du règlement. Et je laisse la parole à M. Hervé Gouffier. Merci, Monsieur le maire. Nous souhaitons modifier quelques articles ou compléter quelques articles des règlements intérieurs des accueils collectifs de mineurs de la commune, afin d'apporter une application plus optimale par les services municipaux ainsi qu'une meilleure compréhension des familles. Déjà, sur la modalité d'accueil, donc nous allons préciser le fait que les accueils peuvent accueillir un certain nombre d'enfants en fonction du nombre d'encadrants affectés. Sur les comportements des enfants au sein des accueils de loisirs, de voir qu'effectivement, en cas de comportement grave, il peut y avoir un renvoi immédiat en fin de compte de ces enfants en demandant aux parents de venir les chercher. Sur les réservations, de mettre en place en fin de compte pour l'espace jeune la possibilité de préciser que l'on peut réserver sur les sorties spéciales faites par l'espace jeune auprès du directeur, car c'est lui qui va décider en fin de compte du nombre d'enfants qu'il va pouvoir emmener. Sur les paiements et les retards de paiement, d'avoir des pénalités. Le règlement de la restauration. Je vais passer à une autre. C'est pas bon. Si, c'est bon. Sur le règlement donc, du restaurant scolaire, donc de la même famille, de la même sorte que le règlement en fin de compte de la journée dans le centre d'accueil, d'avoir éventuellement des pénalités en cas de retard de paiement ou d'impossibilité de paiement. Et puis après, sur l'accueil et le retour des enfants, en fin de compte, dans les centres de loisirs, pour optimiser en fin de compte la gestion par les encadrants de ces enfants et qu'ils soient en toute sécurité, d'avoir la possibilité parfois de pouvoir les déposer le matin, mais impossibilité en fin de compte de les déposer au cas par cas en milieu de journée ou en milieu de matinée ou en milieu d'après-midi. Il est donc demandé au conseil municipal de vouloir approuver la modification du règlement intérieur des accueils collectifs de mineurs de la ville de Metz. Y a-t-il des questions, des observations? Madame Estrada. Ça fait plusieurs conseils où régulièrement on modifie les articles du règlement, donc pas de souci, hein, c'est justifié. C'est un peu au cas par cas et aux situations que vous découvrez que vous devez préciser. Mais du coup, nous, on n'a pas. J'ai pas trouvé sur le site le règlement à l'état actuel. Est-ce qu'il serait possible, avec ces intégrations de correction, d'avoir le règlement parce qu'il n'est pas joint. Donc voilà, c'était pour pouvoir. Il était joint. Moi, je ne l'ai pas en pièce annexe. En pièce, Madame Estrada, il est joint sur la délibération. Bon, bah alors ça va, c'est très bien, merci. Oui, bah oui. Vous l'avez en pièce jointe et j'aimerais qu'Hervé apporte des précisions parce que bon, encore une fois, je vais faire référence aux réseaux sociaux. C'est vrai que ce n'est pas non plus une référence, les réseaux sociaux, parce que c'est facile de déblatérer souvent de savoir. Mais j'aimerais que Hervé parle des problèmes que l'on a rencontrés, surtout ce qui a été vu. Et enfin, voilà, les services ont fait un retour, une note, et je pense qu'Hervé va nous expliquer un peu. À toi, Hervé. Donc, merci, monsieur le maire, de me redonner la parole. Effectivement, donc, on a eu des évolutions en fin de compte en ce début d'année septembre. On a un nouveau logiciel. Donc, automatiquement, qui dit nouveau logiciel dit période de rodage. Et lors de la première inscription pour les petites vacances scolaires de Toussaint, le logiciel, enfin les concepteurs de logiciel ne l'avaient pas paramétré par rapport à la quantité de gens qui allaient tous se connecter au même moment pour faire les réservations pour leurs enfants. Donc automatiquement, il y a eu un bug et pendant une demi-heure, le site a été inaccessible. Le temps que la société par laquelle on passe puisse remettre à zéro en fin de compte leur serveur. Donc effectivement, pendant une demi-heure, il y a eu un problème d'accès qui a été assez résolu donc assez rapidement par la société. Et dans le même temps, nos services municipaux ont reçu donc au téléphone les demandes des gens pour leur dire patientez, ne vous inquiétez pas. Donc le logiciel, le serveur est en train d'être remis en route. Et dès qu'il sera remis en route, vous pourrez en fin de compte faire les réservations. Lors des comités consultatifs éducation jeunesse, à chaque fois, on fait un point sur effectivement les problématiques de réservation. Nous savons que sur Metz, des familles travaillent pendant les vacances scolaires et qu'ils souhaitent en fin de compte que nos accueils puissent permettre la réception en fin de compte de leurs enfants pendant leur activité professionnelle.
Nous avons changé le règlement pour mettre des annulations à 7 jours. Le but, c'est de mettre en place des listes d'attente. Cette liste d'attente va permettre au fur et à mesure des désistements de la part des gens qui se désinscrivent leurs enfants, puisqu'en fin de compte, ils ont une autre solution éventuellement de garde ou d'autres activités, de pouvoir au fur et à mesure faire compléter nos centres de loisirs. Jusqu'à présent, là, sur les vacances de Toussaint, c'était donc le premier test de cette liste d'attente. Aucun parent ne s'est vu refuser la possibilité d'y mettre son enfant dans nos centres de loisirs. La liste d'attente a été parfaitement gérée par nos services. Le souci, quand on peut voir certains commentaires qu'on peut avoir sur Facebook, comme le dit Monsieur le maire, c'est que nous avons des parents qui ne se rapprochent pas de nos services. C'est-à-dire qu'ils n'appellent pas pour dire, effectivement, je voudrais inscrire mon enfant, mais pour l'instant, il n'y a pas de place. Inscrivez-moi, et dès que vous avez une place qui se libère, donc faites-moi signe pour que je puisse y mettre mon enfant. Donc si les familles qui ont peut-être dans un premier temps un souci, enfin compte d'y mettre leur enfant dans nos centres de loisirs, se rapprocher un peu plus de nos services, on arriverait certainement à éviter qu'on ait des commentaires en fin de compte sur le mauvais fonctionnement de nos services, alors que ce n'est pas du tout le cas. La possibilité maximale d'accueillir les enfants, elle est déterminée par les éducateurs que l'on a en fin de compte à disposition. Donc, je vais faire un petit cours d'économie, je suis prof d'économie. Un éducateur, c'est 12 enfants. Si nous avons un enfant supplémentaire qui veut s'inscrire, et si nous n'avons pas mis en fin de compte de limite maximale d'accueil d'enfants, on aurait en fin de compte certainement très souvent des éducateurs qui seraient employés sans aucun enfant en face. Donc je ne pense pas que ça soit une bonne gestion. Et nous avons donc mis un nombre d'enfants à la hauteur, en fin de compte, de ce qu'on a en moyenne, en fin de compte, au cours d'une année, au cours des années précédentes. Nos centres de loisirs ne fonctionnent jamais à 100%. Donc, nous avons su quantifier correctement, en fin de compte, la quantité d'animateurs pour accueillir nos enfants. Et preuve en est sur les vacances de Toussaint, toutes les familles qui ont voulu y mettre leur enfant ont pu avoir, en fin de compte, une place en centre de loisirs. Est-ce que vous pourriez nous rappeler, s'il vous plaît, parce que je n'avais plus le souvenir, le nombre d'enfants affectés par un animateur? Je ne sais plus si c'est 12 ou 8. Pardon, je t'ai fait dessus. Un animateur pour 12 enfants. Et puis après, dans la délibération, vous avez la quantité maximale d'accueil par enfant. Donc sur les centres de loisirs du mercredi, c'est 40 enfants en maternelle et 64 l'été. Et en ce qui concerne les écoles élémentaires, c'est 48 enfants au cours de l'année et 104 en juillet et 80 en août. Merci. Merci Hervé. Et en plus, les personnes qui ont râlé sur les réseaux sociaux ont été rappelées pour mettre leurs enfants. Donc je veux dire, il n'y a pas eu de problème, les services font bien le travail. Et par exemple, sur les 48 places, jamais on arrive à 48, on est toujours à 46, 47, 45, on n'est jamais là au maximum. Donc je tiens à remercier les services pour le travail qu'ils effectuent, et notamment c'est le guichet unique avec Hervé et Marie-Christelle Forestier qui font un super boulot au sein de la jeunesse à Metz. Et c'est pour ça que c'est navrant des fois de voir des gens qui mettent des écrits un peu, qui sont un peu, on va dire, vexants vis-à-vis des services. Voilà. C'était bien de faire le point. C'est les services qui ont fait le point, qui ont fait remonter tous ces chiffres aujourd'hui, justement parce qu'on voulait en parler un peu. Voilà. Mais je pense que dans le futur, on essayera de faire une réunion avec tout le monde, enfin, avec les parents, enfin, avec les gens qui ont râlé pour voir justement. Parce que c'est vrai que nous, élus, on ne connaît pas tous les sujets. Moi, le premier, je me suis dit pourquoi, quand il y a une journée d'animation, pourquoi pas mettre un agent de plus pour justement pouvoir monter les effectifs. Et il s'avère qu'on n'en a pas besoin. Donc voilà, en tout cas, merci au service du travail qu'ils effectuent. Donc je mets au revoir. Thierry, excusez-moi, juste une dernière précision, parce qu'on a souvent dans le communiqué consultatif, on a des parents qui nous disent priorité aux parents qui travaillent. Malheureusement, nous ne pouvons pas faire cette priorité, par le simple fait que nous avons un financement de CAF. Et le financement de CAF nous interdit de faire une priorité, de faire de la discrimination en faveur de certains types de parents. Alors on conçoit qu'effectivement, il est normal de travailler, tout le monde travaille,
Mais je le rappelle, comme l'a rappelé Monsieur le maire, nous avons toujours eu une place pour les enfants, que les parents travaillent ou les parents ne travaillent pas. Et effectivement, alors nous sommes aussi victimes de notre succès. Les animations qui sont proposées par les animateurs, notamment les animations exceptionnelles, ont beaucoup de succès. Mais à chaque fois, aucun enfant n'a été refusé. Il n'y a pas d'autres observations, questions? Donc je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 22, commerce, autorisation d'ouverture des commerces automobiles le dimanche. Je laisse la parole à Madame Eve. Oui, merci. Mobilier Occitanie a fait part de sa demande de dérogation au retour dominical en 2024 pour les entreprises distributrices de véhicules sur Metz, afin d'organiser des journées portes ouvertes. 5 dates ont été proposées, le dimanche 14 janvier, 17 mars, 16 juin, 15 septembre et 13 octobre 2024. Comme l'an dernier, donc je vous propose de donner un avis favorable à cette demande. Y a-t-il des questions sur le sujet? Aucune. Alors, je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 23. Foncier dénomination de voie. Et je laisse la parole à M. Jean-Christophe Valbigot. Merci, monsieur le maire. Voilà, donc on arrive à des questions un peu bizarres qui remontent au conseil municipal, mais c'est la loi. Il y a des gens qui habitent dans des endroits qui ne sont pas nommés, et qui sont des biodits, en fait, des chemins ruraux, des choses comme ça. Et en fait, ces gens-là, tant qu'on ne passe pas cette délibération, ben, ils ne peuvent pas avoir d'adressage, ils ne peuvent pas avoir Internet, ils ne peuvent pas avoir de réseau, ni de fibre, encore moins la fibre qui n'y arrive pas. En fait, ils n'ont même pas d'adresse légale. Donc ces délibérations permettent de dénommer. Alors on a mis des propositions, plan du palace et bergerie, bon, c'est le conseil qui décide. Donc les propositions qu'on a, elles sont à titre indicatif. Si vous avez d'autres appellations, on les prendra volontiers. Y a-t-il des observations? Est-ce qu'il paye les impôts quand même? Ah oui. Ah voilà, on est très sûr. Y a-t-il des questions ou des observations sur le plan du palace ou sur le chemin rural de la bergerie? Bon, je me vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 24, urbanisme. Instauration d'abstrainte financière en cas d'infraction du code de l'urbanisme. Je laisse la parole à M. Jean-Christophe Dalbigot. Merci, M. le maire. Voilà, donc là on arrive à quelque chose qui est beaucoup moins glamour. Il s'agit de délibérer pour se doter d'outils de lutte efficace contre la cabanisation. Alors, le constat qu'on fait, c'est que les contrôles sont sporadiques, on va dire, insuffisants. Quand on déclenche des opérations, soit la DDTM, soit les services de l'État, soit nous-mêmes, qui passent par le juge, qu'il soit civil ou pénal, vous avez 5 ans de procédure pour arriver sur des situations qui sont enquistées et qui sont souvent des drames humains aussi, parce que les gens, quand ils sont en cabanisation, c'est des fois qu'ils n'ont pas les moyens. C'est très peu de résidences secondaires en fait, hein, mais c'est souvent des transformations d'usage de mases agricoles, de choses comme ça. Quand c'est pour aller faire un barbecue, c'est pas grave, mais quand c'est pour aller habiter parce qu'on n'a rien d'autre, ça donne des situations au bout de 5-6 ans qui sont très très compliquées à résoudre. Alors pour ne pas en arriver là, il y a des nouvelles dispositions sur une loi récente qui permettent de passer par une disposition financière qui est beaucoup plus efficace. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas à faire appel au juge, on constate simplement par procès verbal une infraction au code de l'urbanisme, au code de l'environnement, c'est essentiellement le code de l'urbanisme. Une fois que ce procès verbal est dressé, il y a une rencontre avec les gens, avec une tentative de médiation, bien entendu, soit pour la remise en état des lieux, hein, ça s'arrêtera là, soit pour constater qu'il y a de la mauvaise volonté. À ce moment-là, au lieu de partir au juge, ou en même temps que l'on part au juge,
on peut avoir recours à la formation d'astreinte financière qui relève du droit administratif en fait et qui passe par le percepteur. C'est-à-dire que là, on n'attend pas 5 ans pour constater et réprimer éventuellement. On met la pression tout de suite à des gens en disant attention, si vous ne faites rien au-delà d'un certain délai, hein, tout ça arrive après des négociations, après des conciliations, après des recherches de compromis. Mais on arrive sur la mauvaise volonté, en fait, à se retrouver avec des gens qui, journalièrement, au-delà d'un certain délai qui leur a été laissé, vont cumuler des sommes d'astreinte qui seront poursuivies par le percepteur. Alors c'est indépendant d'une éventuelle procédure judiciaire ou pénale, mais ça permet de ne pas laisser enquister les situations. Et c'est la voie qu'on choisit parce qu'on arrive à des situations où, sur la ville de Metz, le territoire de Metz et sur le bassin de Tours en général, il y a des phénomènes de canalisation qui dépassent les limites acceptables. À titre d'information, les services de l'État, la DDTM, vont prochainement faire des contrôles sur le territoire de Metz, ils nous en ont informés. C'est pas un ou deux contrôles, c'est des dizaines et des dizaines de contrôles qui vont arriver. Donc il faut absolument éviter de retourner dans ces situations, et ça c'est un des outils qu'on choisit pour essayer d'éviter que les situations de canalisation s'enquistent, se créent d'abord et ensuite s'enquistent. Voilà, c'est pas le plus agréable à faire hein, dans le travail, mais ça permet de saisir tout de suite, à partir du moment où on a la volonté de contrôler, hein, bien entendu, à partir du moment où on a la volonté de ne pas laisser les surfaces agricoles dégénérer, ça s'applique aussi aux masses ostréicoles éventuellement, etc. Donc c'est une manière de protéger notre environnement, de ne pas laisser des situations humaines qui vont être insolubles se créer, et de respecter ce que l'on a dit que l'on allait faire, c'est-à-dire favoriser l'agriculture et la conchiculture et éviter les détournements d'usage dans les zones agricoles naturelles, puisque c'est souvent dans les zones naturelles aussi, et souvent dans les zones inondables aussi. Voilà, donc ce qu'on vous propose, c'est de recourir à cette situation de mise en place des astreintes. Il fallait pour ça délibérer, avoir des tarifs. Et ensuite, quand les services de l'État nous transmettront un procès verbal, puisque c'est la DDTM qui a la capacité à le faire, ben nous, on pourra être informés et à partir de là, contacter les gens, dire vous avez été contrôlé par les services de l'État, vous êtes dans telle situation, comment comptez-vous vous remettre en état les lieux, comment comptez-vous sortir de cette situation, entamer un dialogue. Si on a des situations de très mauvaise foi, il y en a, ben on aura un retour. Et on n'attendra pas 5 ans avant d'avoir un jugement qui peut ne pas être un jugement, c'est avec le procureur à l'opportunité de poursuite. Et on se retrouve dans des situations où vous avez un voisin qui va être contrôlé poursuivi et un autre qui n'aura rien du tout. Sachant en plus qu'au bout de 6 ans, les faits sont prescrits. Donc il y a des situations qui ne vont pas être faciles à gérer pour nous à l'avenir. Mais on pense qu'il faut mettre cet outil, communiquer largement et être attentif au contrôle du territoire. Voilà. Y a-t-il des questions, Madame Estrada? Oui, l'arsenal législatif évolue et c'est à mieux pour que le pouvoir du maire, le pouvoir de police soit respecté au niveau de l'environnement. Donc ça c'est très bien. Est-ce que vous avez parlé de dizaines de cas? Est-ce qu'on sait à peu près combien de situations tomberaient sous le coup de ces astreintes pour 2022-2023? Alors aujourd'hui non, puisque on a un pouvoir de contrôle qui va être exercé par la DDTM, donc on va attendre d'avoir les retours des procès-verbaux, puisqu'ils sont habilités à adresser procès-verbal. Donc aujourd'hui on ne peut pas en parler, mais à mon avis, s'il y a la mauvaise volonté, ça sera plusieurs dizaines. C'est clair. Après, ce que je peux dire aussi, c'est que, bon, avec Jean-Christophe, on reçoit les photos aériennes, les évolutions sur le territoire, et souvent on reçoit des gens qui nous disent « mais moi je veux faire un petit abri ». De toute façon, on leur dit souvent, le
le faites pas, parce que de toute façon, la moindre évolution, tout citoyen, la moindre évolution, ça nous est signalé, et derrière, il y a des risques de procédures qui s'enclenchent, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui fait les procédures, puisque cela, il y en a des DTM qui doivent venir le 13 et le 15. Le 13 et le 15 novembre, il va y avoir une grosse opération. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu des avis de passage. Il va falloir qu'ils justifient les constructions. Ça, c'est indépendant de notre volonté, c'est indépendant de la ville de Metz, puisque c'est l'État qui lance ces procédures. Alors moi, ce que je voudrais aussi, c'est que dans ces procédures, que ce ne soit pas aussi seulement les citoyens lambda, on va dire les citoyens de Metz qui soient visés. Il faut aussi que certaines personnes, et notamment des camps ou des gens qui viennent s'installer et qui ou même des associations caritatives qui sont installées et qui causent de gros dégâts en termes environnementaux. Moi, je souhaite que là-dessus aussi il y ait une égalité, parce qu'il y a des gens qui finalement ne sont pas touchés. J'ai eu un besoin qui m'a dit moi, m'a fait enlever la caravane, et mes voisins à côté, pour le moment, ils ne la bougent pas. Donc je voudrais, quand je vais rencontrer le préfet ou le sous-préfet, je ne veux pas qu'il y ait de poids et de mesure. Si on fait enlever les caravanes, on les fait enlever à tout le monde, et pas seulement à des citoyens, on va dire, qui rentrent de suite dans les clous, qui vont enlever la caravane, et d'autres qui te disent nous, de toute façon, on ne partira pas. Ou, voilà, je pense que là-dessus, il va falloir que ça soit équitable pour tout le monde. Voilà ce que je voulais dire sur cette. Parce que je ne sais pas, vous avez l'occasion de vous promener un peu de partout en Garrigue, il faut reconnaître que ça devient problématique. Alors, c'est vrai qu'en 2010, avec les incendies, il y avait eu beaucoup de manières d'habitations, on va dire, qui étaient non conformes, qui avaient brûlé, mais depuis, ça a repris. En plus, on a quand même un problème, c'est que nous avons plus les gardes champêtres, ils y sont, mais sans y être, ils ne font plus aucun contrôle, et 6 contrôles sur le rapport, c'est très peu, et c'est quand même condamnable, c'est quand même, je veux dire, même en termes de déchets, Nicolas Nouma est là pour me le dire régulièrement. Si on rencontre des déchets, il y a des déchets, des déversements avec les normes et les contraintes des déchetteries. Donc voilà, entre les déchets et la canalisation, on a beaucoup à faire sur notre coin, et ça joue, parce que toutes ces canalisations aussi, il y a un problème aussi d'assainissement. Voilà ce que je pouvais dire, rajouter là-dessus. Donc, lors de mon prochain rendez-vous avec le préfet, je pense que voilà, il va falloir aussi qu'il y a certains points qui ont été vraiment, on va dire, là par contre on y a mis l'accent dessus. Il va falloir que là aussi il y ait du travail de fait qui ne s'attaquent pas toujours au même finalement. Y a-t-il d'autres observations ou des questions? Donc je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Alors, la question numéro 25, vous avez la communication du rapport d'observation définitive du contrôle des comptes de la gestion de SAM, exercice 2017 et suivant, dont la Chambre régionale des comptes a communiqué aux maires des communes membres de SAM son rapport d'observation définitive sur le contrôle des comptes et de sa gestion pour l'exercice 2017 et suivant, ainsi que la réponse de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce document vous a été transmis à l'ordre du jour. Il est donc demandé de prendre acte de cette présentation. Y a-t-il des observations sur ce rapport de la Chambre régionale des comptes? Donc on prend acte. Donc on vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. La question numéro 26, intercommunalité, c'est la convention d'application 2023-24 du contrat de gestion intégrée et de la transition écologique du territoire de Tours 2020-2025 et l'autorisation de signature. Et je laisse la parole à M. Jean-Christophe Davido. Merci, M. le maire. Donc, c'est quelque chose qu'on est amené à voter régulièrement dans les collectivités. Donc, ce contrat, ça regroupe
énormément de dossiers avec des fiches actions, etc. Vous avez eu en communication, je pense, des documents. Hein. Vous avez la convention, l'annexe 1, le tableau de synthèse, l'annexe 2, le tableau des actions, et l'annexe 3, l'avenant à la convention entre l'agence de l'eau et SAM. Il faut bien reconnaître que dans ces conventions, le financement principal, il est apporté par l'agence de l'eau. Bon. Beaucoup de signataires, hein, vous avez énormément de signataires, si vous avez vu le contrat lui-même, hein, il y a 3 pages de signataires, mais en fait celui qui finance le plus c'est l'agence de l'eau. Donc sur ces actions, la ville de Metz, par exemple, a des projets de désimperméabilisation des écoles, on les retrouve dans les fiches actions. Ces différents contrats servent à regrouper un peu tous les financements sous un seul chapitre. Les sommes sont énormes. Hein. Je ne sais pas si vous avez eu la curiosité de regarder, mais on est à des centaines de millions, 276 000 euros. Alors, c'est théorique, hein. C'est totalement théorique, hein. Mais c'est de la programmation qui permet de travailler aussi bien sur des petits dossiers que sur des très gros dossiers, comme le Lido A7, des choses comme ça. Voilà. Donc, pour ce qui concerne la signature, il s'agit d'autoriser M. le maire à participer à ce grand round de signature qui va avoir lieu dans pas trop longtemps à la préfecture. Je ne sais pas si c'est finalisé, mais on n'a pas de date. Enfin, il faut que chaque commune délibère pour autoriser son maire à signer. Si vous avez la curiosité d'aller voir dans l'ensemble des fiches actions, on retrouve énormément d'actions pour les communes. Par exemple, on a trouvé dans ces actions-là 20 000 euros sur le temps de l'étang, en financement du temps de l'étang au titre des différentes actions, etc. Voilà. Donc c'est un passage un peu obligé. Et notre intérêt à nous, c'est de présenter le maximum de projets qui rentrent dans ces cadres-là, de façon à ce que les financements soient obtenus pour tous les dossiers que la ville de Metz peut présenter. Y a-t-il des questions? Aucune question? Non, écoutez, je vais au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Et voilà, le conseil est terminé. Alors, le prochain conseil municipal sera le 18 décembre. Le 18 décembre. Voilà, donc vous pouvez noter. Là. Je vous souhaite un bon retour et le mois prochain pour le conseil.